C'est une petite pilule bleue qui rend accro. Sur le marché de la drogue, le Dormicum s'échange à prix d'or. Somnifère puissant de la classe des benzodiazépines, il peut être détourné de ses propriétés originales. Il fait ainsi des ravages à tel point que des professionnels de l'addiction réclament son bannissement. François Roulet a enquêté. Alors je vais écraser le Dormicum, la pastille. On va faire une poudre assez fine. Voilà, et puis là, c'est prêt. C'est un geste que vous répétez combien de fois par jour? Entre 7 et 8. Ce produit, il a un tel effet instantané de bien-être, de par le côté hypnotique qu'il possède, d'oublier tout de suite le problème ou la situation ou les ennuis que vous vivez, où vous êtes en 5 minutes projeté dans un monde de bisounours où tout est beau, où tout est magnifique. Le Dormicum, 5 minutes, et vous vous endormez. Anesthésie garantie sur simple ordonnance. Chez les personnes âgées, ces comprimés sont souvent présents sur la table de nuit. On les prescrit aussi contre les crises d'angoisse, pour leur vertu relaxante, voire euphorisante. Mais le rêve peut vite devenir agité. Dépendance, sevrage, manque. Sur la scène de la drogue en Suisse, les cachets bleus constituent désormais un produit phare. Injectés, fumés, sniffés, on ne les consomme alors pas pour dormir, mais pour oublier. Bienne, centre de prescription d'héroïne et de méthadone. Comme Béatrice, 210 patients y suivent un programme de consommation médicalisée. Ici, le Dormicum est un fléau. 30% des usagers y sont accros. Béatrice en a consommé jusqu'à 10 par jour pour augmenter l'effet de l'héroïne et soigner son mal-être. Ça m'a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, je n'en veux plus. Ça provoque des blackouts, de l'amnésie, on dort la plupart du temps, on ne se souvient de rien. Il m'est arrivé de cuisiner et de ne pas m'en souvenir le lendemain. Tout avait disparu. On fait vraiment des choses dont on ne se souvient pas. Ultra addictif, le Dormicum pose des problèmes socio-sanitaires considérables. Pour la directrice des lieux, le comprimé bleu est l'ennemi numéro 1. Dans la prescription pure d'héroïne, c'est une bombe. C'est-à-dire que les patients qui consomment du Dormicum avant de venir chez nous injecter leur héroïne s'exposent à un plus grand risque d'overdose. Et après, dans le suivi du traitement ambulatoire pour essayer d'aider cette dépendance, c'est vraiment un poison. Un poison avec lequel Laurent flirte un peu trop souvent. La scène de la drogue, il la connaît depuis le début des années 90. Jamais il n'avait vu pareil engouement pour un produit. En quelques jours, vous êtes dépendant. Moi qui ai connu l'héroïne au temps, on va dire, elle était encore bonne, j'ai jamais vu des gens se battre pour un seul ou deux comprimés à des prix, mais qui sont 10 ou 20 fois la valeur nominale. J'ai jamais vu ça. En 20 ans de toxicomanie, je n'ai jamais vu des gens attendre 6 heures un comprimé et le payer 20 francs. J'avais jamais vu ça. Dans la rue? Dans la rue. Le marché noir, comment en perd-il? Quelle est son ampleur? Début de réponse à Fribourg,
chez le pharmacien cantonal. Monsieur Medioli, c'est quoi ces classeurs? Alors, il s'agit des fausses ordonnances qui ont été collectionnées au cours des 3 dernières années. Plus de 50% des fausses ordonnances concernent le Dormicum, donc c'est un problème. Quantité rajoutée manuellement, ordonnances volées ou photocopiées, ces tentatives souvent grossières passent rarement le cap du pharmacien vigilant. Mais elles témoignent de l'ampleur du phénomène. Alors, je vais vous présenter le produit vedette du marché noir, Dormicum 15 mg. La posologie du compendium est de 15 mg par jour. Les toxicomanes peuvent ingurgiter jusqu'à 10 comprimés par jour de Dormicum 15 mg, soit 150 mg. Cette pharmacie, dans un centre commercial au cœur de Fribourg, n'est pas franchement située sur une plaque tournante de la drogue. Pourtant, même ici, les tentatives pour obtenir du Dormicum illégalement sont nombreuses. Par 2 fois, Philippe Charret a dû appeler la police suite à des menaces lorsqu'il refusait de vendre le produit. Un produit dont le prix dans la rue ne cesse de flamber. Une boîte de 30 pièces est vendue 20 francs. Sur le marché noir, on la retrouve entre 400 et 500 francs. Voilà. Ah ouais. Il peut y avoir des intermédiaires selon l'organisation des réseaux, mais vous la retrouvez au marché noir entre 400 et 500 francs. Donc oui, c'est effectivement très rentable. À Bienne, un dealer de Dormicum. Il obtient les comprimés sur prescription, 2 boîtes de 30 par semaine. Il n'en consomme qu'une infime partie et revend le reste à prix d'or. Le Dormicum, c'est un bon business? C'est un très bon business. C'est une boîte de 30 tablettes. J'ai encore plus dedans, là. J'ai mis deux paquets ensemble, non? Donc là, il y en a combien? Voilà, il y en a 10, 30, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai encore quelques-unes dans les poches, quoi. Et avec ça, vous pouvez gagner combien? Normalement, parce que je connais beaucoup de gens à Berne, c'est entre 8 et 10 balles. Mais s'il a vraiment aucune pièce là, et puis tous les gens ils sont en manque, les prix ça augmente tout de suite, quoi. Donc là, si vous vendez ça, vous faites 600 francs. Ouais, voilà, absolument. Ouais, même plus. Les dealers, souvent eux-mêmes des toxicomanes, qui financent ainsi leur propre consommation. Mais le marché du Dormicum a ses surprises, et les vendeurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Le bon junkie revendant ces comprimés, c'est pas... Enfin, c'est quand même la grande majorité, mais on a eu une période, un papy qui était dans le coin des bâtiments autour de chez nous et qui venait revendre ses Dormicum. Un papy, ça veut dire quel âge? Je dirais il doit être bon, il ne devait pas être loin des 80 ans, donc je pense, oui. Ah, oui. Vraiment cheveux blancs, bien sous tout rapport, et qui attendait nos patients à la sortie de la distribution. Je sais qu'il y a des personnes âgées qui vendent du Dormicum. Je le sais parce que je leur en ai acheté. Pour sûr, j'en connais au moins 3 qui font de la revente. Certains jours, lorsque la demande est beaucoup plus forte que l'offre, le prix du comprimé peut atteindre 25 à 30 francs. Il s'agit alors de pallier au manque, malgré les conséquences d'un produit qui ravage le cerveau. Les choses dont on va discuter maintenant, ce soir à 6 heures, je serai incapable de vous les répéter. Je sais que je m'en souviendrai plus. Mon psychiatre m'a fait passer un test neuropsychologique, IRM et compagnie. Sur les tests, écoutez les tests qu'il pratique pour savoir vos activités, vos temps de réaction, etc. Mon cerveau a un âge de 70 ans à l'heure actuelle. Alors que vous en avez 43. Laurent essaie de s'en sortir,
Son médecin l'a prévenu, le chemin sera long. En réduisant progressivement les doses, il lui faudra au moins 2 à 3 ans. Je rêve de n'avoir jamais connu cette substance. Et je pense qu'il n'y a pas un jour où j'y pense de ne pas avoir connu une fois cette substance. Parce que dès le moment où vous faites sa connaissance une fois, vous n'oubliez jamais l'effet qu'elle vous a fait. C'est vraiment puissant, trop puissant. Ça ne devrait pas être sur le marché comme ça, aussi facilement. Construire de toutes pièces un char de déminage maison. C'est le défi que s'est lancé il y a quelques années une bande de jeunes du Jura bernois. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ils en sont même à leur 10e machine. Depuis ce printemps, elle est à l'œuvre au Mozambique où elle est secondée par des rats. Vous allez le voir, le déminage humanitaire, ça exige une bonne dose d'imagination, d'audace aussi et de conviction surtout. Regardez ce reportage du Jura bernois au Mozambique. Il est signé Catherine Kamerman. Tout ce qui était explosif, l'armement, c'était, en tant que gosse, c'est un truc qui m'attirait, quoi. Qui m'attirait au niveau technologique, pas au niveau de faire du mal. Et puis c'est sûr, au fil du temps, l'attrait pour la technologie est resté. C'est pas pour rien que je suis devenu ingénieur. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est en moi. Petits oiseaux. Et puis après, en cours de route, j'ai aussi eu des enfants. Et d'imaginer mes gamins. Me dire, mais voilà, maintenant, ils vont se balader à la forêt. Je les laisse aller jouer comme ça. Et d'un coup, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont sauté sur une mine. Je me suis rendu compte que c'est la situation de milliers, de millions de personnes sur cette terre. Et admettre que c'est normal, c'est pas possible, quoi. J'ai vu des images avec des enfants mutilés et autres. Et sans mentir, je peux dire qu'encore maintenant, des années après, il m'arrive de ne pas pouvoir dormir en repensant à ces images. On peut changer le monde, on peut changer une situation au niveau mondial. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Je crois que s'il y a des choses qui ont changé sur cette terre de par le passé, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient peut-être assez fous pour y croire. Et c'est ça, c'est le rêve. Et le rêve est devenu réalité grâce au soutien de la population du Jura bernois, de discrets petits donateurs comme Willy Zimmermann, aujourd'hui décédé. Je les vois même pas régulièrement, quoi. Je vais voir anonyme, sans leur dire que je suis là ou quoi que ce soit. J'aime bien les voir, ils travaillent vraiment d'une façon sérieuse. Et ce sont des jeunes qui y croient. Et c'est important, je crois, dans la vie d'y croire. À l'époque où nous avons rencontré Frédéric Guern et sa bande de jeunes, à Tavannes, ils terminaient la fabrication de leur deuxième blindé, surnommé Julie. Depuis, c'est une grande partie de la Suisse romande qui est fan de leur char. Les dons, petits ou grands, permettent de financer une partie des salaires. Julie, c'est la machine que vous connaissez, hein. Vous l'aviez filmée lors de son départ au Soudan il y a quelques années de ça. Alors Julie nous a fait bien souffrir. Dans ses débuts, il a fallu la maîtriser, la dompter, mais elle nous a fait plaisir parce qu'en fait, plusieurs milliers de réfugiés ont pu rentrer, retrouver une vie digne de cela. Pour nous, ça a été, c'était le cadeau, le salaire de toutes ces années de travail. Des années d'efforts, de progrès technologiques, voici la 10e de la série. Elle est prête pour partir en mission en Afrique. Elle s'appelle Nikita. Elle va partir en Mozambique dans très peu de temps. Je vais l'accompagner et puis je vais la laisser entre des bonnes mains, pour ainsi dire. Former la première équipe qui va travailler, donc la première équipe locale qui va travailler avec l'engin. Chaque machine est un chef-d'œuvre. Vous travaillez avec amour, hein, en fait. On va dire l'enthousiasme et la passion. Parce que ce qu'on voit à l'autre côté, donc à l'autre côté de la planète, ça nous motive à revenir pour faire encore mieux, quoi. Ce matin-là, de très bonne heure, Nikita est embarqué à bord d'un camion. Fred trépigne. Il a hâte de retrouver la machine sur place et de former les collègues mozambicains à la télécommander. Les instructeurs en pilotage, c'est des gens de l'ombre. Les vrais acteurs, ce sont ceux qui vont piloter ces engins pendant des années et des années, quoi.
C'est ça qui est génial chez Digger. Quand j'explique aux futurs opérateurs que c'est les gens les plus forts au monde, c'est qu'à la force d'un doigt, on bouge 10 tonnes. Au début, on ne réalise pas, mais les premières semaines, quand ils commencent à comprendre, je peux vous dire qu'on n'a qu'une seule envie, quoi. Y aller, y aller, y aller, y aller. En 30 ans de guerre, les mines au Mozambique ont fait plus de 800 000 victimes. Le déminage a commencé en 2008. Il a permis de défricher 28 millions de mètres carrés, mais il reste beaucoup à faire. Le jour tant attendu est arrivé. Fred est enfin sur place. C'est son deuxième séjour. Il s'apprête à retrouver le terrain. Je prends la télécommande. Oui, je voulais te la donner. Mets les câbles dedans. J'ai bien fait d'être déjà dans le campement, mais bon, je préférais surtout être près de la machine maintenant. On est en retard. Ça, c'est la passion, ça. Là, c'est la vraie vie. 5 heures du matin, direction la vraie vie. À quelques kilomètres de là, le champ de mine, enfin. Nikita est au travail. Sa mission, déminer autour des pylônes électriques pour pouvoir en assurer la maintenance. Depuis son arrivée, il y a un mois, Nikita a déjà labouré 2000 mètres carrés de terrain. Un petit score, dû à des pluies torrentielles. D'ordinaire, elle défriche 5000 mètres carrés par jour. J'ai regardé comment ils opéraient, donc les bons réflexes, les mauvais réflexes. Pour le moment, c'est que du bon. Je suis très content, j'ai bien informé. Mets à 100 bars, tu vas trop profond. Je l'appelle le petit génie de l'équipe en réalité. Il a le don. C'est un pilote. Alors franchement, même moi, je suis pas à son niveau, quoi. Il a vraiment beaucoup de feeling. Et puis c'est, comme vous avez entendu, la machine, elle travaille, mais vraiment régulièrement. Et puis ça c'est une musique. On adore entendre cette musique. Pendant ce temps, Nikita fait des ravages. Elle défriche, aucun arbuste ne lui résiste. Avec ses pics de devant, elle fraise, creuse le sol à plus de 20 cm et grignote les mines au passage, l'équivalent du travail de 200 démineurs. Cette fraise, quand elle tourne à peu près une vitesse de 70 à l'heure, l'impact au sol est d'à peu près 70 km à l'heure. Okay, cette fraise, elle mange, elle grignote les mines. On va imaginer que ça, c'est la mine. Comme vous voyez là, elle va commencer à grignoter cette partie, à la casser progressivement. Là, on peut schématiser plus facilement, donc le détonateur, il doit être là, on va dire le détonateur est là. Mais c'est que la mine, elle est détruite petit à petit. C'est pour ça qu'on a très peu de détonation. Je t'appelle parce que nous voulons y aller. J'attends ton OK pour l'engagement. Terminé. Ok, tu étudies la direction et tout ce qu'il faut et après je te laisse travailler, ok? Ok, j'attends ta confirmation. C'est sécurisé, Son? Désolé, là c'est pas bon là. J'ai toujours peur quand je vois des gamins. Désolé si j'ai tout de suite changé de sujet, mais je supporte pas, je veux pas avoir d'accident. Le chef des opérations qui supervise les manœuvres nous rassure très vite. Il y a une maison tout près là-bas. Il y a des gens qui vivent ici. Les enfants passent sur le chemin qui borde le champ de mine pour aller à l'école. Mais nous avons des sentinelles tout le long du terrain. Quand les enfants arrivent, nous communiquons entre nous par radio, nous stoppons les opérations, ils passent et nous redémarrons la machine. Nous suivons les enfants. Chaque jour, ils parcourent plusieurs kilomètres en longeant les champs de mine. Ils s'arrêtent, jouent, dansent. Insouciance, mais pas tout à fait. Ici, il y a des mines. Je sais que quand on touche la mine, on peut mourir car elle explose. Les rares habitants de la région nous ont signalé un incident il y a 1 an, sans trop savoir s'il impliquait du bétail ou un adulte. Mais aujourd'hui, ils sont confiants. Je suis contente du travail de déminage. On peut maintenant aller dans le bush, chercher du bois. Les enfants peuvent jouer et marcher sans problème. Mais c'est vrai que je suis toujours inquiète pour eux. J'attends qu'on nous donne le feu vert définitif pour qu'ils puissent être totalement libres.
Libérer le Mozambique de toutes ces mines. Les jeunes du Jura bernois ne sont pas les seuls à y contribuer. Ils sont partenaires d'une ONG très expérimentée qui démine avec des rats. Son nom, c'est Ernesto. Ce sont des animaux intelligents, faciles à entraîner et à apprivoiser. Ils font un travail très honorable. Ils sont capables de couvrir 200 mètres carrés de champs de mine en 30 minutes. C'est génial. Les rats géants de Gambie sont précieux. Avec leur sens de l'odorat exceptionnel et leur poids plume, 1,5 kg, ils flairent les odeurs d'explosifs sans courir de risque. Ils sont entraînés selon le principe de Pavlov. Ils sont récompensés quand ils détectent une mine. Ce jour-là, l'ONG partenaire Apopo déploie 3 rats sur un terrain déjà déminé par le char suisse. Très vite, un rat s'arrête, gratte. Il a trouvé quelque chose. En 40 à 50 minutes, les rats ont flairé 7 traces. On ne sait pas si ce sont des mines, des éclats de mines ou de fausses indications. Il va falloir maintenant que les démineurs vérifient. Quelques temps plus tard, les démineurs manuels sont à l'œuvre. Ils cherchent ce que les rats ont flairé. Le détecteur sonne fort. À cet endroit précis, le démineur va chercher à main nue. Il creuse. Moment d'angoisse. Il trouve. C'est un morceau de métal qui a été trouvé. Peut-être un éclat de mine avec quelques restes d'explosifs. Nous devons encore passer derrière la machine pendant un certain temps pour évaluer ses résultats. Nous les transmettons ensuite aux autorités qui, elles, décideront si nous continuons à accompagner le char ou pas. Pendant ce temps, Fred, au campement, a un peu de vague à l'âme. Mon petit déjeuner, c'est des Toblerone avec du... Ça va? Et vous? Un peu secoué. Il doit résoudre un problème mécanique et n'arrive pas à communiquer avec ses collègues du Jura bernois. Pas de connexion, il faut bien se faire une raison. En Suisse, j'appelle ça on est dans l'abondance et ici on est dans l'absence. On n'a jamais suffisamment de temps. C'est là qu'on est conscient qu'on n'est rien du tout. Et puis tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'on ne fera jamais, quoi. Mais on n'est pas triste. C'est comme ça. Reste 10 millions de mètres carrés à déminer au Mozambique d'ici 2014. Une tâche immense où chacun joue un grand rôle, même s'il paraît infime. Deux visions de la famille se sont affrontées cette semaine à Berne. L'initiative en question, celle de l'UDC, entend accorder les mêmes déductions fiscales aux parents qui ne travaillent pas pour s'occuper de leur enfant à la maison qu'à ceux qui les placent en garderie. Ici en Suisse, le modèle familial a connu d'importants bouleversements au cours des dernières décennies. Les politiques sont toujours à la traîne. C'est passé présent avec Pierre Bavot. Il fut un temps où les familles nombreuses étaient monnaie courante. Chez les riches, mais surtout chez les pauvres. On a oublié de dire qu'il y a 9 enfants en tout. Alors, combien de lits pour eux? 3 lits. 3 lits. Parmi les protestants, mais avant tout chez les catholiques. Bénis cette table et bénis la maison. Amen. Ces familles ne pouvaient compter que sur l'aide du bon Dieu, elle qui tirait le diable par la queue. Christine, donne-moi ton assiette. Certaines d'ailleurs finirent par s'en rendre compte. On a eu l'impression d'avoir été mis sur des rails, un peu pour avoir des bras. Est-ce que vous pensez que vous avez été un peu influencé par des convictions religieuses? Certainement, certainement. Je me souviens, une fois, un directeur, lui, il avait une fille, et puis il me dit, dis donc, 4 gosses venaient cher à la société. Et aujourd'hui, je me rends compte que d'avoir eu 4 gosses, c'est la société qui en a bénéficié.
il y a une raison à cela. Il n'y a jamais eu de politique familiale. La famille a été trop longtemps considérée comme une affaire privée. Dans ce domaine, en effet, la Suisse est à la traîne par rapport à ses voisins. L'assurance maternité mise 50 ans pour accoucher, l'harmonisation des allocations 15 ans et pas beaucoup moins pour la fiscalité des couples mariés. Pas étonnant dès lors si la Suisse est devenue championne de la dénatalité. On assiste à partir de 1964 à un retournement aussi spectaculaire qu'inattendu. Et le visage de la famille modèle s'est retrouvé considérablement modifié. À peine 2 enfants et un chien accessoirement. Disons qu'on aime mieux avoir 2 enfants et puis pouvoir leur offrir ce qu'ils désirent plus tard qu'en prendre un 3e et puis être obligé de les limiter point de vue études. Quant aux 2 parents, ils travaillent la plupart du temps. Comme d'autres pères au foyer, Jacques Presse fait le repas. Quand moi je rentre, lui me parle du ménage. Parfois je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Ça m'intéresse absolument pas. Aujourd'hui, l'UDC s'engage donc pour la famille, mais à contre-courant. Après avoir fait capoter l'article constitutionnel facilitant la création de crèches, l'UDC veut encourager la garde des enfants par l'un des parents. Je crois que vous avez des enfants. Puis-je vous demander quelle part vous prenez à leur garde, vous qui défendez avec tant de chaleur la famille classique avec un seul revenu? J'ai la chance d'avoir une femme qui s'occupe de nos enfants. Et justement, les enfants dans tout cela, qu'ils continuent de croire au Père Noël ou à Saint-Nicolas. Et nous allons voir quels sont les cadeaux que Saint-Nicolas a ramenés du paradis. C'est pour Thierry, Pierre-Alain et pour Christophe. Mais c'est merveilleux. C'est lourd, c'est lourd. L'histoire se déroule à Genève en 2008. Un homme veut donner une bonne leçon à l'amant de sa femme. Il tombe alors sur un tueur à gages prêt à régler le problème définitivement pour 20 000 francs. Seulement voilà, le tueur est en fait un policier sous couverture. Le mari revanchard est pris au piège et sera condamné à 5 ans de prison. Or, dans cette affaire, les enquêteurs se montreront plutôt entreprenants. Ils iront par exemple jusqu'à mettre en scène l'exécution de la cible dans une vidéo amateur. Alors, en ont-ils trop fait? Mise au point révèle les dessous de cet étrange scénario en attendant le procès en appel au mois de mai. Béatrice Guelpa. Commissariat de police à Genève le 14 avril 2008. La police met en scène un simulacre d'exécution pour le compte d'un homme qui veut se débarrasser de l'amant de sa femme. Il croyait avoir engagé un tueur à gages, mais le tueur était en fait un vrai policier. C'est l'histoire d'un Indien vendeur de fleurs devenu restaurateur prospère dont le destin bascule en 12 jours en avril 2008. Rongé par la jalousie, il est persuadé que sa femme le trompe avec l'un de ses employés, un homme qui vient du même village que lui et qu'il a accueilli comme un frère. Un ami proche de S, le restaurateur indien, a accepté de nous raconter son état d'esprit à l'époque. C'était quelqu'un qui buvait pas d'alcool. Là, il était détruit, quoi. C'était une épave, en fait. Il savait plus où il était, il n'arrivait plus à rien faire. Le soir, après le service, il prenait les bouteilles de whisky et puis il buvait. Il était différent, oui. Avec l'aide de cet ami, il piège le téléphone de sa femme et se met à l'écouter jour et nuit. Difficile pour S de parler face caméra. Il a choisi de nous répondre par écrit. Je suis rentré dans un cercle où plus j'entendais parler de moi, plus je voulais écouter, à tel point que je n'en dormais plus, je ne mangeais plus et je buvais. Et puis un jour, il surprend une conversation entre son épouse et son amant présumé. Tout d'un coup, il est devenu pâle, quoi. Tout pâle. Vraiment, il a pris peur et il m'a regardé puis il m'a dit ils veulent me tuer. S craint tellement pour sa vie qu'il porte plainte à la police le 21 février. Il explique qu'il a entendu que des gens voulaient le tuer. La police ne le croira pas, mais en plus le dénoncera lui-même au contraire à l'Office cantonal de la population et à la main-d'œuvre étrangère pour avoir employé illégalement le Genevet. Ce sera un autogol qui pèsera lourd dans la suite. Grégoire Ray était l'avocat de S avant l'affaire.
bien placé pour voir la détresse psychologique de son client avant les faits. Comment le faire sortir de ma vie? J'étais dans une impasse. Tout cela a duré au moins 1 mois. Je n'étais plus sûr de moi, plus sûr de rien. Je me sentais sans force. Alors il s'adresse une nouvelle fois à son ami qui lui donne un conseil. Si tu veux lui faire peur, ben, je sais pas, demande à peut-être quelqu'un qui connaît des gens des balcons. Et il m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Et à ce moment-là, je lui ai présenté quelqu'un qui travaillait dans l'immobilier. Cette personne est un Macédonien à qui l'ami fait d'abord passer un message par écrit. Sur ce bout de papier, j'ai écrit « Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait faire peur à quelqu'un ?» Voilà. Et j'ai mis peur, j'ai pas mis d'autres mots. Si son idée de base était de tuer cette personne, je pense pas qu'il l'aurait amené à la police. Vous pensez qu'il aurait pu trouver quelqu'un d'autre? Écoutez, je pense pas. Il aurait tourné en rond, il aurait fait quoi? C'est comme un animal qui était blessé. Fin mars 2008, le premier rendez-vous avec le Macédonien et un Albanais a lieu dans un bar des Eaux Vives. Les deux hommes lui donnent un premier aperçu. Je voulais qu'on fasse du mal à V, qu'on le tabasse, qu'il ait assez peur pour vouloir rentrer chez lui en Inde. Ils m'ont dit que tout était possible. Pour le blesser et lui faire du mal, ça me coûtait 11 000 francs. Si je voulais, ils pouvaient aussi le tuer, mais c'était 100 000. Z m'a donné une sorte de liste de prix bizarre. On pouvait lui couper les oreilles pour 20 000 francs ou lui couper les bras pour 50 000. Le restaurateur prend peur et s'en va, mais les deux hommes le relancent. Il rentre chez lui, on va le rechercher. Un des Albanais revient vers lui et lui dit « Finalement, on vous le fait pour 20 000 francs, clé en main. » Il y a eu une provocation extrême de la part des deux Albanais, qui ne sont pas policiers. Qui sont ces deux personnes? Elles n'ont pas été entendues lors du procès, protégées par la police. C'est eux qui ont créé l'intention criminelle. Elle n'existait pas avant, elle existe après. S revoit plusieurs fois les deux hommes, puis soudain il prétexte un gros travail à Marseille et lui donne le numéro de téléphone d'une autre personne, Rio. Seulement voilà, Rio est un policier, pas un tueur à gages. S a été balancé. Nous avons pu nous procurer les enregistrements des conversations téléphoniques entre Rio et S. Voilà le tout premier échange entre les deux hommes. Pronto? Oui, allô? Bonjour? Oui. Bonjour, buongiorno. Écoutez, vous êtes monsieur Rio? Oui. C'est monsieur qui m'a donné votre numéro. Ah, ok. Oui, maintenant je comprends. Oui. Voilà. S est censé rappeler Rio le lendemain à midi, mais à 14h, c'est le prétendu tueur à gages qui le relance le premier. Ciao, sono Rio. Salut, ça va? Oui, oui. Ouais, j'ai oublié parce que j'avais beaucoup de rendez-vous. Ah. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait... tu passes ce soir? Le premier rendez-vous est fixé à l'aéroport, dans un salon de thé. Les deux hommes font connaissance, Rio cherche à savoir ce que veut son pseudo-client. Il a déjà une photo et le prénom de la cible. Puis, ils partent en repérage. S montre à Rio les endroits que fréquente la cible, un café proche de la gare et un second au Paquis, où V va jouer au billard. Pourquoi la police et la justice ont-elles fait recours à un agent infiltré? Dans quelle mesure le faux tueur à gages a-t-il provoqué S? La police ne s'exprime pas sur cette affaire, mais le chef de la police judiciaire accepte d'expliquer pourquoi ils ont besoin d'agents infiltrés. On va partir du principe que d'autres mesures d'investigation ne sont pas suffisamment pertinentes ou probantes pour nous permettre d'arriver à mettre en évidence l'infraction qui a été commise. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'une enquête classique... Ça veut dire que d'autres moyens, tels que des auditions, tels que de l'observation, tels que la mise en évidence de traces ou d'écoutes téléphoniques, ne suffisent pas pour confondre l'auteur de l'infraction commise. Pourquoi est-ce que dans cette affaire du restaurateur indien, vous avez jugé que l'agent infiltré était la seule possibilité? Je ne vais pas répondre à cette question. L'affaire est non jugée, elle est actuellement en appel. Nous tenons à notre devoir de réserve en la matière. La justice est encore moins loquace. Le procureur Olivier Jornaud a lui refusé de répondre. Pour les avocats de S, il y a plusieurs zones d'ombre. Ils ont obtenu un nouveau procès. Ils contestent les méthodes de la police et lui reprochent de s'être clairement écarté de leur mission. La police
qui quand même n'est pas dénuée d'une certaine psychologie, aurait dû savoir à qui elle a affaire, aurait dû savoir qu'elle a véritablement affaire à quelqu'un qui est dans un certain abîme, qui est dans une espèce de descente aux enfers, qui donne le change, mais qui est enfermé dans une espèce de spirale. Savoir qu'à un moment donné de sa vie, cette personne-là est comme un funambule, passe d'un côté ou de l'autre, bascule d'un côté ou de l'autre. C'est ça le profil de Monsieur S. C'est pas quelqu'un qui a une vocation criminelle. L'argument principal de la police lors du procès pour justifier l'agent infiltré, c'est sa difficulté à localiser la cible pour la protéger. Il s'agissait de la seule solution pour garder le contrôle sur la situation. Nous avions le souci d'identifier la cible et nous ne voulions pas nous retrouver avec un cadavre dans le caniveau. Je ne pense pas que ça soit un argument valable et qui suffise à la mise en place de l'agent infiltré. Et si c'était ça, au fond, alors pourquoi, à partir du moment où l'agent infiltré est véritablement mis en place, pourquoi, au fond, sa première démarche n'est pas de demander à Monsieur S de qui on parle, où se trouve-t-elle, alors que là, on voit dans les écoutes téléphoniques que se passeront plus de 6 jours jusqu'à ce que finalement la question réelle se pose. En effet, c'est seulement le 10 avril que Rio demande des précisions sur la cible, en fin de conversation. Nous, on connaît les lieux. Mais si il n'est pas là, on doit être sûr de le trouver d'autre part. Hein. Alors, essaye de voir si jamais, s'il habite ailleurs, je comprends. Hein. Ouais, je Okay? comprends. C'est bon, je comprends. Parce que sinon, si on ne trouve pas, on ne peut pas faire. Hein. En d'autres termes, la cible est devenue, pour la police, un appât. Deuxième zone d'ombre que souhaitent éclairer les avocats du restaurateur, la procédure a-t-elle vraiment été faite dans les règles? Le chef de la police judiciaire ne se prononce donc pas sur cette affaire, mais pour lui, la loi est claire. Le ministère public, c'est-à-dire le procureur en charge de l'affaire, d'entente avec les enquêteurs, va lancer l'investigation secrète. En vue du type de mission, en vue du milieu qu'il s'agit d'investiguer, nous allons choisir un policier qui est apte à évoluer dans ce milieu. Donc c'est pas envisageable que vous ayez déjà contacté l'agent infiltré, puis ensuite vous formalisez ça avec le procureur? Non, on va respecter le processus légal tel qu'il est prévu. Et si c'est pas respecté, qu'est-ce que ça veut dire? Si les investigations menées par la police ne sont pas respectées, toutes les preuves qui pourraient être réunies dans le cadre d'une procédure non respectée tombent et ne peuvent être prises en considération. Dans l'affaire du restaurateur indien, le juge a donné son feu vert à l'infiltration le 1er avril. Mais selon ses avocats, la police n'aurait pas attendu pour agir. L'intervention de l'agent infiltré, c'est vrai que le premier téléphone, c'est le 2 avril, mais que en réalité, il est déjà en place, il est déjà connu, il a déjà un nom, il a déjà un téléphone, avant que l'autorisation formelle ne soit donnée. Après 12 jours de tractation entre S et le soi-disant tueur à gages, la police approche finalement la cible et l'emmène dans ses locaux. Rio rappelle une dernière fois le restaurateur. Ciao, c'est Rio. Oui. Écoute, il est avec moi, hein. Le lecteur? Oui. Ah. Où? Alors, je vais le faire, c'est bon? Ouais. Hein? Ok. Ouais. Alors, on se voit là où on s'est vu la première fois, à 20h, et tu parles l'argent, ok? Ok. Ou là-bas, première fois? Oui. Ok. T'as compris? Ok. Ok, à l'aéroport, hein? Ouais. Tu portes l'argent, hein? Ouais. Ok. Ok. Ciao. Tout aurait pu sans doute s'arrêter là, mais la police soigne sa mise en scène jusqu'au bout. S demande des preuves, la police va lui en donner, en vidéo, et c'est pour le moins surprenant. Dans les bureaux de la police, la cible est priée de se livrer à un petit exercice, simuler sa propre exécution, filmée par les policiers.
Sur ce film, c'est bien V qui joue son propre rôle. Monter quelque chose comme ça, soit on y prend un plaisir que je trouve malsain, soit on a, alors que tout est joué, qu'on a une intention qui est déjà enregistrée, qu'on sait exactement où en est dans sa tête le restaurateur, qu'on aurait pu l'arrêter pour exactement les mêmes faits, cette vidéo, elle sert à quoi? À part se faire plaisir. S a fait 3 mois de préventive avant d'être libéré en juillet 2008. Depuis, il a repris sa vie. Il ne boit plus, il s'occupe de ses 3 enfants. Il a ouvert encore 2 autres restaurants. Avec le recul, il écrit encore. Toute cette histoire de trahison m'avait plongé dans un enfer où je n'avais plus beaucoup de contrôle sur mon esprit. Mais quand même, si je regarde avec les yeux d'aujourd'hui, j'ai honte. S sera fixé sur son sort le 14 mai. Mais son histoire laisse un drôle d'arrière-goût. Ça ne correspond pas à la vraie vie. En vrai, ça n'est pas si simple de trouver un tueur à gages. En vrai, on ne trouve pas un tueur à gages au coin de la rue. En vrai, on n'a pas de tueur à gages aussi docile, aussi collaborant. En vrai, ça ne se passe pas comme ça. On a des obstacles, on a des embûches. Ici, au fond, c'est comme si on a le tapis criminel qui se déroule devant vous. Et tout est merveilleusement simple. Et puis on n'attend qu'une chose, c'est que vous trébuchiez. Parce que la mission, elle est réussie si vous trébuchez. Ils ont moins de 40 ans et ont fait un infarctus. L'attaque cardiaque, première cause de mortalité en Suisse, touche toujours plus de femmes et toujours plus de jeunes, des fumeurs pour la grande majorité. Qui sont-ils? Comment vivent-ils après que leur cœur les a lâchés? Henri Sulzer les a rencontrés. C'est venu. C'est un peu comme, je sais, comme un tsunami qui est très très calme et puis tout d'un coup, pouf, il se manifeste. Personnellement, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais de loin pas à comprendre ce qui se passait. À 37 ans, je ne pensais pas que c'était possible de faire un infarctus. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un infarctus puisse m'arriver. Mais j'y ai pensé. Parce que j'avais, je dis bien j'avais, parce que j'ai changé aujourd'hui, un rythme de vie particulièrement soutenu. C'était il y a 4 ans. Xavier n'avait pas vraiment de quoi s'imaginer qu'une crise cardiaque allait le frapper. Pas de pépins de santé, une vie un peu stressante certes, mais plutôt équilibrée, et du sport régulièrement. Xavier avait même arrêté de fumer depuis 2 ans. Les explications, en fait, il les cherche toujours. Oui, j'ai bien sûr toujours eu un petit peu de surpoids, mais j'ai toujours pratiqué une activité sportive. J'avais une hygiène de vie correcte, sans trop d'abus. Je suis quand même un bon vivant, quoi qu'il arrive, c'est sûr. J'aime bien manger, bien boire un petit coup de temps en temps. Du coup, lorsque les premiers symptômes apparaissent, Xavier ne pense pas à un problème cardiaque. Lors d'un match de badminton, j'ai commencé à pouvoir vraiment avoir la peine à jouer, parce que j'ai continué à jouer. Mais finalement, on a décidé d'arrêter avec mon ami. Et la douleur ne passait toujours pas. J'avais vraiment des grosses fourmis dans les mains, très très mal dans les mains. Pas tellement au niveau de la poitrine, mais vraiment dans les 2 mains. Et là, c'est en fait un des surveillants du club qui a appelé simplement 144. Ça m'a pris comme ça un jour à 6h30 du matin. Donc les douleurs dans les avant-bras, c'est monté dans le bras. Le manque de souffle, l'envie de vomir, le froid, le chaud, mal à la tête. Et puis l'espèce de... Ouais, comme si on plantait un poignard dans la poitrine qui vous ressort par le dos ou l'inverse. Et la peur. J'ai eu peur. J'ai tout cherché, moi. Sandra a aussi fait son infarctus à 37 ans. Elle avait alors déjà ses 2 filles.
mes filles étaient à la maison. Elles sont bien occupées de moi, elles ont ouvert la porte quand j'avais chaud, fermé la porte quand j'avais froid, elles m'ont donné un verre d'eau. Et quand ma collègue est venue, on a appelé l'ambulance à ce moment-là. Je peux pas. Comme Sandra et Xavier, plus de 20 000 personnes en Suisse sont sauvées aux urgences chaque année pour un infarctus du myocarde. Et 15 000 autres décèdent faute de soins rapides. La proportion de jeunes victimes a pris l'ascenseur. Les moins de 50 ans représentaient moins de 6% en 1970. Ils sont près de 15% aujourd'hui. Un signe des temps qui inquiète le monde médical. Ce qui pour nous est, je dirais, effrayant, c'est le fait de voir de plus en plus d'hommes et de femmes jeunes. Et quand je dis jeunes, volontairement moins de 50 ans, voire parfois, et vous avez, je crois, des exemples assez parlants, heureusement encore rares, mais c'est nouveau et ça augmente. C'est quasiment toujours, en médecine on n'aime pas le 100%, mais c'est quasiment toujours lors d'infarctus d'un homme ou d'une femme jeune, quelqu'un qui a ou qui fume encore. Le tabac. Il serait responsable de plus de 90% des cas d'infarctus chez les jeunes adultes. On estime que les risques sont encore bien présents jusqu'à 4 ans après l'arrêt de la cigarette. La cigarette, elle est toute petite, mais elle nous mène par le bout du nez. Non, j'arrive pas à arrêter. Mais j'arrive pas. Je fumais 2 paquets par jour, voire plus. Lorsqu'on se retrouve autour d'une table avec des amis, on partage un bon repas, on boit un bon verre de vin. Eh bien, ce sont des choses qui appellent finalement à la consommation du tabac. Ça pouvait monter facilement jusqu'à 3 paquets. La clope, le stress aussi certainement pour Fabiano, politicien de 37 ans. Son infarctus, c'était il y a à peine 6 mois, lors d'une soirée somme toute assez banale. Je me souviens d'un film, L'homme pressé, où on voit un type complètement pressé, stressé, une vie extrêmement remplie. Et ce film se termine par la mort de l'acteur principal, donc d'Alain Delon, par la mort par infarctus, arrêt cardiaque. Et c'est un film qui m'a toujours marqué parce que finalement j'ai comparé un petit peu ma vie entre mes mandats politiques, ma vie professionnelle, ma vie sociale à ce film, et je me suis dit que peut-être un jour ça pourrait m'arriver. Et même si la médecine permet aujourd'hui de mieux récupérer, le mode de vie s'en trouve complètement chamboulé. 4 ans plus tard, Xavier en subit encore les effets. Des choses toutes bêtes des fois de la vie. Pour moi, par exemple, changer une ampoule, changer une lampe, c'est quelque chose qui paraît bête, que je faisais régulièrement avant. Mais au niveau cardiaque, l'effort le plus compliqué, c'est de lever le bras. Des choses lourdes, on ne peut pas porter. Des longs trajets, on peut les faire, mais ça fatigue. Monter les escaliers, c'est dur aussi. Et je me suis posé plein de questions par rapport au après. Revenir à la maison, ça m'a pas mal pesé quand même sur le moral. Hein. Ça va, monsieur ? Ça va. On arrive en salle de cathétérisme. Il y a un paradoxe un petit peu. Les progrès de la médecine font que l'infarctus aigu du myocarde vous amène dans un centre d'urgence, on vous débouche une artère, il y a même de la musique, les gens sont sympas, on discute, on reste à l'hôpital 3-4 jours, bientôt même peut-être un petit peu moins. Bon, le paradoxe, il est là, il est que les personnes malades avec un infarctus sortent de l'hôpital rapidement et puis se considèrent peut-être pas complètement comme avant, heureusement peut-être. Et puis il y a un contre-coup. Tout le monde a un contre-coup. On passe à travers l'infarctus de plus en plus, bien sûr. On meurt moins d'infarctus parce qu'on est mieux traité, mais ces personnes ont besoin d'aide psychologique. À tout juste 40 ans, dans la force de l'âge, dit-on, pas toujours évident de ne plus être aussi alerte, alors qu'il faut rester performant. Le fait de savoir qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de faire, d'autres qu'on peut plus faire, qu'on peut moins bien faire, et tout ça, ça s'enchaîne. Et puis bon, le moral descend parce qu'il y a aussi toutes les autres choses. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que l'infarctus, les problèmes de l'infarctus, il y a la vie d'à côté.
Il y a tous les problèmes qu'on peut avoir, les enfants, tout ça. Tout ça s'accumule, et puis il y a des gens qui arrivent à passer par-dessus, et puis d'autres qui comme moi, ça prend le dessus, et puis vous rentrez en déprime. Mon monde social est très très lié autour des activités sportives. Avant l'infarctus, donc je joue au badminton. Après l'infarctus, je n'ai plus jamais joué au badminton, même si ça ne m'est pas vraiment interdit. Mais au fin fond de moi, de mon être, il y a une certaine peur, je pense, que ça se reproduise. Et également le fait que je suis quand même diminué. Donc ne pas pouvoir réaliser les mêmes choses qu'avant, pour moi aujourd'hui c'est ce qui est le plus difficile. J'ai été bien entouré, ça m'a beaucoup aidé, mais je ne vous cache pas que j'ai eu une phase où aussi j'ai eu besoin de retirer la prise et j'ai eu besoin de ne voir personne parce que je devais faire un travail sur moi-même. Il y a eu des phases difficiles parce qu'on se pose des questions. Pourquoi moi? Alors que j'ai encore beaucoup de choses à réaliser dans ma vie, parce qu'on s'imagine que la Terre s'arrête de tourner, mais non. Et salut Renaud. Mon Fabi. On doit opérer à des choix qui sont douloureux. J'ai moi-même fait le choix de ne pas solliciter un nouveau mandat de député au Grand Conseil. C'est un choix difficile à prendre, mais j'ai dû le prendre parce que c'est inéluctable. J'ai changé mon rythme de vie parce que je me suis rendu compte qu'il y a une vie après l'infarctus. Mais cette vie n'est pas forcément la même que celle d'avant.